bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouveau podcast. On va parler de céréales complètes, on va parler de manger mieux et bouger plus qui ne suffirait pas pour la perte de poids. On va tout savoir sur le Pokéball, le Pokéball, je sais pas comment on appelle ça, vous savez le bol qui ressemble à une salade là. Moi ça me fait penser au truc des Pokémon, mais enfin le nom. Et on parlera de congestion à la fin de l'épisode. Alors, premier article que j'ai récupéré, il s'agit d'un article de Priscille Tremblay, journaliste scientifique à lanutrition.fr, qui nous dit en titre « Les céréales complètes sont-elles meilleures pour la santé que les céréales raffinées ?» Alors, on va voir un petit peu ce qui se dit là-dessus. Pour introduire, elle dit les recommandations nutritionnelles officielles du Nutri-Score incitent à consommer des céréales complètes au détriment des céréales raffinées, mais ces céréales complètes sont-elles toujours meilleures que les céréales raffinées ? Alors elle dit, je sais pas s'ils sont plusieurs d'ailleurs à le dire, mais qu'il y a un piège. Bon, d'abord il y a l'idée des aliments ultra transformés, etc. Donc lorsqu'un aliment ou un repas riche en glucides est consommé, la glycémie augmente peu après. Cependant, les produits céréaliers entiers ont généralement une réponse glycémique plus favorable que les produits céréaliers raffinés. Alors, quand vous entendez raffiné, pensez blanc. Vous savez, par exemple, du riz blanc ou du riz complet. Est-ce à dire qu'un aliment industriel, des céréales complètes du petit déjeuner par exemple, sont bonnes pour la santé, en particulier lorsqu'ils ont un Nutri-Score A ou B? En réalité, les effets de la transformation doivent être pris en compte. Et c'est là en fait où il y a un gros problème avec le Nutri-Score, où je vous en parle régulièrement dans les épisodes, c'est que ce degré de transformation, de mémoire, il n'intervient pas dans le score. Donc, vous pouvez très bien consommer, peut-être qu'il intervient, mais en tout cas, globalement, là, ils disent que non. Alors ça viendra peut-être à changer, mais pour le moment, non. Et la problématique, c'est que le degré de transformation fait que vous pouvez avoir un aliment ultra transformé qui aurait une note A ou B. Et ça, c'est problématique parce que ça induit en erreur une génération, un petit peu comme nos parents ou nos grands-parents qui sont encore persuadés aujourd'hui que manger un œuf va les tuer ou qu'il faut pas manger d'avocat et éviter le saumon. Voilà. Donc, en tout cas, ils pensent, ils diabolisent le gras en fait, alors qu'ils auraient eu besoin de comprendre un petit peu. Et par contre, qu'ils continuent à mettre du sucre dans le café, dans le thé, etc., etc. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, que j'avais surligné dans l'article, vraies et fausses céréales complètes. Alors ils disent là, une étude de 2012 a passé en revue l'impact du choix du type de glucides, donc raffiné, blanc ou complet, sur la santé. Pour cela, les chercheurs ont examiné toutes les publications entre les années 2000 et 2010, 135 études au total, et ont alors constaté que la majorité d'entre elles ne montrent aucun lien entre la consommation de céréales raffinées et le risque de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le surpoids. Plusieurs méta-analyses ont rapporté depuis les mêmes résultats. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de nous dire là, c'est que même complet, c'est peut-être un peu mieux pour ceux qui sont en bonne santé, mais globalement, ça détraque quand même, ça reste des glucides. Bon. Cette publication-là, dit professeur Jenny Brandmeier, je ne sais pas comment on prononce, soulève des questions à propos des recommandations nutritionnelles. Quand les autorités de santé recommandent de manger plus de céréales complètes, ils se disent que nous devrions ainsi manger plus de fibres. Ce qui sera probablement le cas, donc plus de vitamines et minéraux. Ce qui a peu de chances d'être le cas. Et des index glycémiques plus bas, ce qui ne sera pas du tout le cas. La vérité, c'est que pour la plupart des produits céréaliers, aujourd'hui, la version complète et la version raffinée, donc blanche, ont toutes les deux des index glycémiques
élevé. Ceci est dû au degré de transformation de certains aliments complets. Pour exemple, là j'ai le petit livre, le guide des IG, là, des index glycémiques, et si vous prenez par exemple, je vous le dis, voilà, comme ça avec la marque et tout, il y a marqué là dans le tableau, pain de mie complet Eudebert, index glycémique 71, pain de mie nature Harris, index glycémique 74. Donc on a quand même un IG très légèrement supérieur, mais bon, entre 70 et 74, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, quoi, hein, sur l'index glycémique. Alors évidemment, ça, vous, j'imagine que du pain de mie, vous n'en consommez pas, ou très peu, ou sous forme de plaisir de temps en temps, mais dans la population moyenne et générale, il y a beaucoup qui vont se rassurer en se disant, maintenant, je suis passé aux pâtes complètes, au pain complet, etc., et en pensant faire bien les choses, alors que fondamentalement, ça n'est pas du tout le cas. Alors, il dit, je suggère, dit le professeur Brandmiller, que le terme céréales complètes soit redéfini comme des ingrédients qui contiennent le germe, l'endosperme, le son, mais aussi les caractéristiques glycémiques de la céréale d'origine. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'il devient possible d'observer des bénéfices de ces aliments pour la santé. Les produits complets vendus dans le commerce ont généralement été cuits, émiettés, pulvérisé, grillé, soufflé, au-delà de ce qu'on peut imaginer. On est très très loin du grain de céréales d'origine. Donc c'est en ça, en fait, vous savez, quand vous lisez par exemple des études ou des données qui vous disent consommer des grains entiers, c'est du brut, hein. C'est pas du grain entier de type soufflé, pulvérisé, émietté, tout ça. Alors, par exemple, une bonne idée, c'est le riz. Si vous choisissez déjà un riz complet, vous aurez certainement un IG qui sera plus favorable, mais aussi, il contiendra forcément, le grain sera plus entier. Il n'y a pas eu de process logiquement de transformation. La problématique pour le riz en particulier, c'est la présence d'arsenic qui est supérieure dans l'enveloppe, dans le son, donc dans l'écorce en fait du riz. Bref, ça c'est un autre problème. Mais globalement, c'est vrai que d'acheter de la farine complète, du pain complet, des choses comme ça, c'est pas ce qu'on pourrait en attendre. Et je l'avais déjà dit dans un autre épisode, que moi, si je devais manger du pain de blé avec de la farine de blé, enfin voilà, à la limite, le choix, ce serait du blé germé, quoi. Et au levain, quoi. Pas avec de la levure. Voilà. C'est mon point de vue. Après, hein, chacun ne partagera pas ça, mais moi, si je devais manger du pain, ça serait plutôt celui-là. Donc on voit en fait qu'il y a une petite escroquerie de ce côté-là au niveau des aliments complets. Et vous savez, de toute façon, quand l'aliment est tellement transformé, au bout d'un moment, ça devient... on a beau se rassurer, c'est bien, ça fait joli, c'est marketing et tout, mais finalement, quand on regarde le devenir dans l'organisme, il n'y a pas beaucoup de différence. Et on le sait aujourd'hui que tous ces process de transformation, chauffer, émietter, machin, ça a tendance à abîmer quand même les micronutriments, certaines vitamines. Déjà, on le voit, hein, la cuisson du saumon, par exemple, ça détruit quasiment tous les oméga 3. Même le fait de le congeler pendant un certain temps, alors pas immédiatement, hein, mais pendant plus longtemps, que je sais plus au bout de combien de temps, mais la congélation du poisson, au bout d'un moment, les oméga 3 ont tendance vraiment à se réduire. Bon. Alors imaginez quand ça passe sur des tapis roulants, c'est fracassé, martelé, cuit, refroidi, gelé, enfin voilà. Ce qu'on a dans l'assiette, on n'a plus que des calories quoi finalement, hein, on n'a plus beaucoup de micronutriments. Bref. Autre article qui porte pour titre « Manger mieux et bouger plus ne suffit pas toujours pour perdre du poids ». Alors bon. Évidemment, on le sait aujourd'hui, moi je vous en parle assez régulièrement, mais il n'y a pas que moi, j'imagine, qui en parle, c'est que de rester en forme, ça n'est pas qu'une question, enfin de rester en forme ou de le devenir, ça n'est pas qu'une question de sport et d'alimentation. Il y a, moi, ce que j'appelle le troisième axe, c'est le style de vie. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est ce qu'on fait, pour simplifier, matin, midi et soir. Le sport, c'est ce qui va représenter chez un individu comme vous et moi
qui a un job et compagnie, on va dire entre 45 minutes et 1h15 par jour, 5 fois par semaine en moyenne, mais ça s'arrête là. Mais il reste des tas d'heures dans la journée qu'on n'a pas exploitées. Et ça, c'est ce que j'appelle le style de vie. Le style de vie, ça va être la nature de votre travail, ça va être ce que vous foutez en fait de votre corps durant le reste de la journée. Eh bien, là, j'ai récupéré pas mal de parties de l'article. Alors, il commence là dans l'article en disant « Alors que l'OMS tire la sonnette d'alarme face à l'épidémie mondiale d'obésité, les personnes concernées peinent souvent à maigrir sans être aidées. Une prise en charge multidisciplinaire est indispensable. » Donc, eux, ils partent du principe qu'il faut plusieurs disciplines pour, justement, réussir à faire maigrir ceux qui n'y arrivent pas. Alors ils disent, près de 59% des adultes et 29% des enfants sont en surpoids ou obèses en Europe, d'après l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. 59%. Est-ce que vous entendez ? On a dépassé, on s'approche, bon là c'est 60%, donc on est... Quand je disais, rappelez-vous, quand j'ai démarré ce podcast il y a quelques années, quand je disais déjà qu'on était proche des 50% des gens en surpoids, les gens me disaient « Bah, t'abuses !» Regardez aujourd'hui, 59% des adultes et 29% des enfants sont en surpoids ou obèses en Europe. Ah, il faut même plus la distinction obésité et surpoids. Avant, il faisait une distinction. Il y avait un pourcentage pour le surpoids et un pourcentage pour l'obésité. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que les problèmes de santé arrivent tellement tôt en fait dans le surpoids qui commence à réduire l'écart entre obésité et surpoids. Parce que beaucoup de personnes en surpoids se pensaient protégées, alors que je pense qu'une certaine épidémie a montré que ça n'était pas le cas. Bon. Donc ils disent, certains médicaments, mais aussi des problèmes d'ordre psychologique, des habitudes sociales bien installées, un rythme de vie désordonné font partie des paramètres qui peuvent entraver la perte de poids. Sans blague. Bon, c'est plus ou moins ce que je viens de dire, le style de vie. Chez les patients obèses, le système hormonal est chamboulé et sécrète notamment moins d'hormones de satiété. Leur microbiote intestinal est aussi modifié. Des études récentes ont démontré le rôle que ce dernier joue sur la régulation du poids. Alors là, j'aimerais mettre un petit bémol. Certes, je suis totalement en accord avec ce que je viens de raconter là. Donc, ce qui n'est pas de moi, c'est quelque chose qui est écrit dans l'article. Mais en fait, il faut juste faire attention quand ils disent « Chez les patients obèses, le système hormonal est chamboulé et sécrète notamment moins d'hormones de satiété. » Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ont plus faim que vous et moi. Et également qu'ils ont un microbiote intestinal qui est modifié. Il faut faire attention parce qu'une personne qui lirait cet article un peu en traviole pourrait penser que ce sont des personnes qui initialement ont un microbiote intestinal différent et un rythme hormonal différent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que là, c'est une fois que la personne est obèse, qu'elle a, oui, ça on le sait, et c'est vrai, que le microbiote n'est plus le même, le microbiote intestinal, et que les sécrétions hormonales ne sont plus les mêmes. C'est normal, voilà, puisque le corps est complètement, il y a un procès, il est complètement en inflammation et compagnie, quoi. Mais de là à penser qu'initialement les personnes étaient déjà défavorisées de ce côté-là, donc c'est-à-dire qu'elles avaient déjà des hormones qui fonctionnaient mal et tout, ça, c'est le raccourci qu'on entend le plus souvent. C'est-à-dire des personnes qui disent « je suis en surpoids, mais c'est un problème d'hormones ». C'est un problème d'hormones aujourd'hui. Mais est-ce que ça l'était à la base ? Et je sais que je me fais pas toujours des amis quand je parle comme ça, mais il y a toujours un devoir de responsabilité. Moi, par exemple, j'ai 0 problème hormonaux pour le surpoids. Pourtant, j'ai été en surpoids. Alors, je vais pas dire obèse, mais quand même, j'étais à plus 20 kilos au-dessus de ma taille, quoi, en gros. Donc, c'est pas bien. Sans faire de sport, c'était pas bien. J'avais trop de ventre, certainement beaucoup de graisse viscérale et compagnie. J'avais 0 problème hormonaux. J'avais juste envie de manger des saloperies. J'avais juste aucune volonté pour manger des légumes. J'avais juste aucune volonté pour aller bouger et faire de l'exercice. Et je suis honnête avec moi, en fait, parce que je suis passé par là. Donc, je ne peux pas réécrire l'histoire en vous disant aujourd'hui, ouais, mais j'avais pas de chance parce que mes gènes, non. J'avais juste une envie dévorante de manger des pâtes carbo, de manger du pain blanc avec du beurre et du jambon de pays. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir à chaque repas. Ah ça par contre oui, j'avais une carence peut-être psychologique. Ça c'est le cas. Ça c'est oui le cas, c'est concret. Mais de là à dire hormonal, je suis pas d'accord.
Donc, certes, il y a des gens qui ont de vrais problèmes hormonaux. Par exemple, une personne qui n'a pas de thyroïde ou qui est, je sais pas, qui a une grosse problématique. Enfin, c'est souvent la thyroïde quand même. Hein. De ce côté-là, pourquoi pas? Ou un diabète, ou pourquoi pas? Mais de manière rétroactive, de dire que le surpoids est là parce qu'il y a un problème hormonal, alors que c'était un problème comme moi à la base, qu'on avait envie de se faire plaisir à tous les repas, et qu'on comblait, je sais pas, un vide émotionnel, ou peu importe, ou un manque de plaisir dans le quotidien. Ça, par contre, il faut être capable de l'admettre, parce que en l'admettant, on a une piste pour avancer. Parce qu'en fait, ça nous donne un axe de travail, quoi. Bref, donc je continue l'article. L'unité d'éducation thérapeutique du patient des HUG, donc HUG, ils en parlent plus loin, c'est Centre de l'obésité, chirurgie bariatrique et compagnie. Donc propose aux adultes des ateliers interactifs qui se déroulent sur toute une journée pour aborder des questions liées à la diététique, aux troubles du comportement alimentaire, à l'activité physique entre autres. Donc il dit, mon équipe est composée de médecins, d'infirmiers, de diététiciens, de psychologues et d'art-thérapeutes. Alors l'art-thérapie, vous savez, c'est la peinture, j'imagine, mais il doit y avoir aussi la musique. Enfin bon, par l'art en fait, le bien-être par l'art, ça marche très bien. L'écriture, la peinture. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà exercé pour apaiser un peu le mental quand vous êtes dans des périodes de tempête, etc. C'est quelque chose qui marche très très bien. Moi, je sais que je réponds très bien à l'écriture, au dessin, des choses comme ça. Ça permet d'apaiser le mental. Alors, ouais, j'ai pas traversé des tempêtes ultra violentes, j'imagine, par rapport à certaines personnes, mais quand même des tempêtes qui sont pas forcément agréables. Et je peux garantir que ça marche bien en tout cas pour diminuer le stress, quoi, et l'agitation mentale. Donc ils disent, nous suivons le patient de façon personnalisée afin qu'il atteigne ses objectifs, précise le professeur Pataki. Ceux-ci doivent être réalistes et respecter son rythme. Les premiers mois, il ne perd souvent pas de poids, mais il améliore son état général avec moins d'anxiété, moins de compulsions, de stress ou de symptômes dépressifs. Donc on voit bien là que l'axe de travail, finalement, c'est plus ou moins ce que je vous ai raconté il y a 2-3 minutes là. C'est-à-dire qu'on vient soigner plutôt quelque chose qui est d'ordre de la compensation, de l'anxiété, des compulsions, du stress ou des symptômes dépressifs qui sont tamponnés par une alimentation déraisonnable. Et là, en fait, ils cherchent à le tamponner avec d'autres choses que de la nourriture. Donc là, par exemple, ils disent que prendre le temps de manger, trouver une parade en cas d'envie irrésistible de terminer le paquet de bonbons, donc aller marcher, appeler un proche, etc., ne pas suivre de régime, consulter un spécialiste pour se faire aider font partie des conseils à adopter. Avec une prise en charge multidisciplinaire et sur le long terme, les patients perdent entre 5 à 10% de leur poids. Poursuit Lucie Favre. Cela suffit déjà pour améliorer certains troubles associés à l'obésité, comme l'hypertension. Une perte pondérale plus importante est nécessaire pour un impact marqué sur le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. Oui, parce que pour le diabète de type 2, de mémoire, c'est 150 minutes de cardio par semaine et, 3 séances de travail avec résistance, donc de musculation. Ah oui, ça rigole pas, le diabète de type 2, si on veut vraiment avoir un effet dessus, faut faire et le régime et le sport. En fait, le diabète de type 2, c'est un peu maintenant tu te bouges, quoi. On t'a laissé le choix, maintenant tu te bouges. En gros, c'est malheureux, On a tous autour de nous un proche qui est diabétique de type 2. Enfin, je pense. Si vous discutez un peu avec le grand-oncle, grande-tante, les grands-parents et tout, vous avez tous quelqu'un qui a un diabète de type 2. Qui n'est pas, il y a des fois où ça arrive à des personnes qui se pensaient en bonne santé, pas forcément en surpoids et tout, mais globalement, ça c'est quelque chose d'ultra commun, quoi. Et en fait, quand là, les recommandations de santé, alors là, ce que je vous dis, c'est en Suisse, donc c'est pas forcément, il y aura jamais un discours. Je crois qu'en France, il y aura jamais un discours aussi virulent et violent. Il y a des pays où on ose dire maintenant vous avez plus le choix, faut faire ça si vous voulez. J'aime pas dire inverser la maladie, mais de faire quelque chose de vraiment positif. Vous voyez, même moi, je prends des pincettes pour en parler. Il y a des pays où ils prennent pas de pincettes, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de traitement remboursé comme nous. Quand je dis il n'y a plus le choix, c'est que tant que les personnes sont en bonne santé, en tout cas qui n'ont pas encore de pathologie tamponnée sur un papier,
Ils ont beau être en surpoids, ils se sentent pas obligés de faire tout ce sport et tout. Il arrive un moment où ça n'est plus ça devient un traitement pur et dur, quoi. C'est plus un choix, ça devient un traitement. Et beaucoup le font pas, hein. Ils ont beau être malades, ils vont pas aller sur leur tapis de course ou s'acheter un haltère ou une kettlebell, quoi. Plus de 10 cancers voient leur prévalence augmenter à cause de l'obésité. Perdre du poids n'est donc pas uniquement une affaire d'esthétique. Bon, ben voilà. De toute façon, j'aime bien rabâcher les choses. Ce sont toujours des articles qui me plaisent de partager. Enfin, ça me plaît d'en parler avec vous. Mais de toute façon, je sais que entre nous, vous êtes convaincus, je suis convaincu de tout ça. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que je me répète aussi, ça permet d'avoir des arguments quand vous allez vous retrouver face à des gens, et ça sera le cas, et ça a déjà été le cas, qui vont vous dire « on n'a qu'une vie ». Un jour on dit que ça c'est mauvais, que ça c'est pas bon, et moi j'ai un problème hormonal. Et en fait, ce sont des gens qui, par ce discours, si on ne débat pas un tout petit peu avec elles de manière bienveillante, un bon débat, ce sont des personnes qui vont rester ancrées dans leurs habitudes et qui vont m'être convaincus que de manger par exemple du pain de mie complet c'est bon, ou que le sport ne sert à rien pour elle puisque c'est hormonal. Et ben d'arriver avec des arguments non, tu peux changer, tu peux améliorer, ça remet de la responsabilité. Vous savez, j'utilise souvent ça. La responsabilité, je pensais que ça venait de Jordan Peterson. En fait, je me suis rendu compte que ça venait de Jean-Paul Sartre. Surtout, donc, et oui, c'est français. Enfin, ça vient du XXe siècle, quoi, en gros, de cette notion de responsabilité individuelle. Il y en a énormément dans le surpoids, dans l'obésité et tout. C'est immoral de dire les choses comme ça, puisqu'aujourd'hui c'est perçu comme un handicap, mais de détacher intégralement la responsabilité de l'individu dans l'obésité et dans le surpoids, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Parce que ça va faire... non, c'est pas possible. Enfin, je ne peux pas y... Et ce serait malhonnête de dire parce qu'en plus, ça enlève toute notion d'espoir, je trouve, d'enlever la responsabilité. Parce que l'espoir repose uniquement sur un médecin, sur un thérapeute. Et la personne, quand elle est seule chez elle, elle a zéro espoir de s'en sortir. Donc c'est hyper anxiogène pour l'individu de penser qu'elle a aucune responsabilité dans sa guérison, quoi. Bref, on passe à l'article sympa qui s'appelle Tout savoir sur le pokeball, la salade de la mer des Hawaïens. Donc pokeball. Alors moi au tout début, j'étais convaincu que ça venait du Japon. Et je me suis trompé à moitié. Et on va voir pourquoi. Alors à l'origine, donc est-ce que vous savez ce que c'est que le pokeball ? J'imagine que oui, puisque sur Instagram vous avez dû voir, vous savez ces bols où il y a du saumon cru, des pousses de machin, de soja, de trucs, des grains d'haricots, de l'endamé, enfin bon voilà, ces bols de toutes les couleurs qui donnent très envie. Et donc on va voir un petit peu d'où ça vient, ce que ça veut dire, les origines, et est-ce que c'est la réalité qu'on voit sur Instagram. Donc à l'origine, alors c'est un site de geo.fr, à l'origine la tradition des pêcheurs, et l'article il est de Carole Saturno. Je la cite parce que je trouve l'article très très bien rédigé, quoi. À l'origine, la tradition des pêcheurs d'Hawaï, au retour d'une virée en mer, d'éviscérer les poissons de roche fraîchement capturés, d'en retirer les arêtes et la peau, et puis d'en débiter la chair en cubes, donc poke en hawaïen, qui se prononce poké, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, poké, signifie couper en morceaux. Donc poké veut dire couper en morceaux. Avant de l'assaisonner avec ce qu'ils avaient sous la main, souvent un peu de sel de mer gratté le long du littoral, quelques algues fraîches et des fruits du noyer, des Moluques, l'arbre emblème de ces îles polynésiennes qui forment le 50e État des États-Unis depuis 1959. Et le tout était dégusté cru. Donc c'est pas du saumon fumé, quoi. Cette salade simplissime, presque un plat de pauvre, du pauvre comme il disait, ça me fait penser au caviar avant, est resté un basique de la cuisine
locale. On la trouve dans toutes les épiceries ou supérettes de Hawaï, à emporter dans des barquettes. Alors chez nous, on le voit, vendu à prix d'or. Il y en a un qui s'est ouvert à côté de chez moi. J'avoue que j'y suis allé. C'est super bon. C'est super. Alors les décors, c'est Aloha marqué partout avec. Enfin voilà, c'est super bon, mais ça coûte aussi cher que des sushis. C'est-à-dire que pour manger ça sur un coin de table ou à emporter, vous payez le même prix qu'un restaurant moyen avec service à table. Donc je trouve que c'est abusé. On est très loin du plat du pauvre. Bon. Mais c'est normal, parce que pour consommer ces aliments-là en France, forcément, il y a tout un... Enfin bon. Un plat qui a été amélioré au gré des vagues migratoires. Ainsi, quand des Japonais, c'est là où le Japon intervient, débarquèrent sur ces îles volcaniques vers 1800, ils rapportèrent dans leur bagage les 3 ingrédients essentiels de ce qui est devenu le ahi poké. Alors, je sais pas comment on prononce, il y en a qui me reprendront. Sa version la plus populaire, la sauce soja, l'huile de sésame et le thon. Donc voilà un petit peu comment ils ont mis leur on va dire leur grain de sel, si je peux dire les choses comme ça. C'est plutôt leur goutte de soja, quoi. Donc ils disent, donc les Coréens, eux, lui ont apporté le kimchi, donc le chou fermenté. J'adore le kimchi. J'adore ça. Je voulais me lancer dans sa préparation, mais c'est un petit peu complexe. Mais j'adore vraiment le kimchi. En plus, c'est fermenté, donc super bon pour le microbiote intestinal. Les Portugais, leur bacalhau, donc de la morue, et ce sont les Californiens qui l'ont servi dans un grand bol, le fameux bowl, si bien qu'aujourd'hui, dans l'archipel et ailleurs, on trouve toutes sortes de pokés. Les puristes ne s'approchent pas des ingrédients qui n'ont rien à voir avec l'histoire ou le terroir d'Hawaï, tels que les sacrilèges comme le quinoa, le poulet, le chou kale ou les pousses de bambou. Donc si vous voyez ça dans un poké, dites-vous bien qu'un Hawaïen pur souche va vous dire c'est truqué, c'est marketing. Tout juste tolère-t-il le riz vinaigré? Le riz vinaigré, moi je le considère plus comme japonais en fait, qui fait du plat un pendant tropical du shirashi japonais. Bon voilà, poisson cru sur un bol de riz. Mais il n'est pas nécessaire d'être expert pour se joindre aux amoureux du Pokéball, qui se retrouvent chaque année au mois de novembre sur l'île paradisiaque de Kauai, ou Kauai, je sais pas comment on le prononce, à l'occasion du Kauai Poké Fest, donc festival j'imagine, organisé depuis bientôt 30 ans par Sam Choi, le chef le plus coté de l'archipel. Alors bon, Géo donne une recette du Pokéball, c'est simple comme Aloha. Rien de plus simple, alors pour un original, pour un vrai. Rien de plus facile que de concocter un ahi poké chez soi. Alors, j'ai pas regardé la recette, j'ai vu qu'ils en donnaient une, donc je me suis dit, tiens, je la surligne, mais je la lis pas. Et comme ça, au fur et à mesure du podcast, là, du moment où je vais la lire, je vais vous dire si c'est compatible avec une diète fitness, etc. Et puis, au gré, je la modifierai. Ce qui fera que si jamais je croise un Hawaïen, je sais pas si on dit comme ça, il pourra me mettre une béquille ou me tirer un coup de fusil. Alors, rien de plus facile que de concocter un ahi poké chez soi. Du poisson ultra frais, demandez aux poissonniers du thon, de préférence labellisé pêche durable, à consommer cru, comme pour un sashimi, coupé en cubes réguliers de 2 cm de côté. Des oignons doux, émincés très finement, des oignons frais, privilégiez les variétés douces en bouche, par exemple celle de Lézignan ou de Roscoff. Une sauce 100% onctueuse, préparez la marinade en mélangeant de la sauce soja, de l'huile de sésame, des graines de sésame noir et blanc, des algues fines détaillées, wakame, hijiki, kombu, ce qu'on trouve facilement en épicerie japonaise ou magasin bio. Y faire tremper le poisson, 15 minutes maximum pour qu'il reste très brillant, bien brillant ils disent. Ne pas égoutter la marinade servira de sauce, ajouter les oignons, servir avec une bière glacée. Bon, on évitera la bière, ce pain liquide, j'appelle ça. Depuis que je l'ai lu, je trouve que le truc est bien, c'est de boire du pain en fait, la bière. Bon, la sauce, on évitera la sauce salée, la sauce sucrée. On préférera essayer de regarder la sauce. J'ai perdu le nom. Tamari et réduite en sel, c'est possible. Pour les oignons, pas de problème. Pour le poisson, j'ai envie de vous dire, prenez le poisson
allez voir votre vendeur de poissons si vous avez le budget pour y aller, parce que ça coûte un bras, et regardez le poisson qui se pêche le plus actuellement, qui peut se consommer cru, donc vous voyez avec le poissonnier, et qui sera le moins cher, parce qu'en fait, pour se rapprocher de l'esprit, ça doit être un plat, entre guillemets, low cost. Donc, moi, je me pencherai plutôt là-dessus. Ça permettra de goûter des nouveaux poissons. Évidemment, il faut qu'ils puissent se consommer mariné ou cru. N'allez pas bouffer un poisson qui se mange pas cru et finir la tête à l'intérieur de la lunette des toilettes. Mais voilà. Après, pour la sauce, pas de problème pour les algues et compagnie. Ça, j'ai aucun souci. Donc, globalement, on voit que c'est un plat qui peut se consommer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a absence de glucides, en fait. Donc, c'est un plat qui, initialement, n'est pas servi là avec du riz. Voilà, c'est des algues, c'est du poisson, c'est une marinade, et c'est un fruit de saison, logiquement, qu'ils mettent avec, comme il disait. Donc, si vous trouvez un petit fruit de saison qui pourrait bien se marier avec le plat, globalement, on peut faire pas mal d'expériences avec les fruits. Ouais, ça peut le faire, quoi. De vous approprier un petit peu ça à la sauce produits de saison et locaux, pourquoi pas. Donc voilà, donc une version sans glucides, donc sans fruits, une version avec glucides, vous rajoutez un fruit, peut-être un peu d'ananas ou quoi. En fait, le Pokéball, moi je le vois plus comme une philosophie, c'est-à-dire d'un plat un peu low cost, des pêcheurs quand ils rentraient comme ça, ils se faisaient un bol avec ce qu'ils trouvaient à droite à gauche, plus que quelque chose. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui se vend à prix d'or, quoi. Et je pense, alors je sais pas si ça restera une mode bien longtemps. Aujourd'hui, ça l'est et ça a pas l'air de désemplir. Je pense qu'avec le mode de vie vegan et tout, ça prendra un coup derrière les oreilles à un moment donné, quand les poissons vont devenir ultra protégés aussi. Mais là, il y a quelques belles, on va dire je pense quelques belles années encore devant eux, quoi. Ah aussi, avant de terminer, sachez que j'ai écrit et filmé un cours sur améliorer la circulation, la congestion et la tension. Donc j'ai fait un cours là-dessus. Donc les aliments qui protègent de la position assise. Oui, parce que être assis régulièrement, ça impacte votre circulation sanguine. Donc il y a un aliment qui aide à protéger ça, enfin en tout cas à améliorer ça. La musculation intense et la tension artérielle, on parle des étirements, des assouplissements et du système cardiovasculaire, de comment booster son taux d'atropine, des traitements versus du sport contre l'hypertension, des nitrates inorganiques contre la tension artérielle, de trouver suffisamment de nitrates, des repères de vos besoins en unités de nitrates par jour en fonction de votre poids de corps avec tout un tableau, etc. Enfin, vous allez voir, j'ai tout calculé, que vous pesiez de 45 kg à 100 kg, quelles sont les unités en nitrates qu'il vous faut par jour pour avoir un bon apport, parce que vous allez voir qu'il y a des tas d'avantages avec ça. Donc vous avez le cours vidéo, vous avez toutes les notions, le tableau et tout, si ça vous intéresse, d'aller voir, vous avez le lien en description de cet épisode. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine ou immédiatement dans les notes si vous décidez de basculer en VIP, et à très bientôt à toutes et à tous. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.